Bonjour à tous et bienvenue dans Éclat et coulisses. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Virginie Varro, qui est du coup spécialisée dans le conseil en images et qui est également formatrice. Bonjour Virginie, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Julie, c'est un plaisir pour moi que d'être avec toi aujourd'hui. Merci beaucoup, ça me fait trop plaisir. Donc si tu es d'accord, on va commencer. Bienvenue dans Éclat et coulisses, le podcast qui met en lumière les histoires et les parcours de celles et ceux qui font ou vivent l'événementiel. Je suis Julie, avec une approche beauté 360, maquillage, coiffure, coaching en images. À chaque épisode, je vous invite à découvrir un regard unique sur la beauté, le mariage et l'art de sublimer les instants précieux. Donc la Oui. première question que j'aimerais te poser, pour les personnes qui ne te connaissent pas, c'est comment tu es devenue conseillère en images? Écoute, j'allais dire, c'est très très simple. J'ai fait 20 ans de management dans la mode. J'ai travaillé pour de grands groupes textiles, notamment mes 15 dernières années de salariat pour le groupe H&M. Et j'introduisais déjà auprès de mes collaborateurs des notions de morphostyle. Et puis, j'ai accueilli dans ma vie mon deuxième enfant et j'ai décidé de changer de direction professionnelle, de travailler pour moi. Et c'était comme une évidence, je voulais faire du conseil en images. Trop bien, sacré parcours, dis donc. Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie d'accompagner les femmes et les hommes, sur leur image? Qu'est-ce qui t'a poussé profondément à faire ça? J'ai été élevée, j'allais dire, par une maman qui a toujours été coquette depuis loin que je me souvienne, et je dirais pas que ma maman, mais aussi mes deux grands-mères. Et il y a un adage qui dit si l'habit ne fait pas le moine, il permet d'entrer au monastère. Et moi, j'ai été élevée avec les vêtements du dimanche, les chaussures cirées, enfin plein d'injonctions qui, pour moi, sont positives. Et puis très vite, j'ai eu le goût de la mode. En fait, j'ai toujours voulu travailler dans la mode. Et je pense que, alors j'ai managé des équipes, de très très grosses équipes, donc travailler en équipe, c'était quelque chose qui était essentiel pour moi. Et je pense que voilà, la transmission, ça fait partie de mon tempérament. J'ai un côté généreux. J'avais vraiment envie d'aider des femmes parce que j'allais dire, je viens d'une famille où il y a beaucoup de garçons. J'ai 6 frères, je suis la seule fille et j'ai Ah oui. grandi avec beaucoup de liberté, liberté de parole, liberté de m'habiller comme je le souhaitais. Et du coup, j'avais envie et j'ai toujours envie d'accompagner mes semblables, d'aider les femmes à s'émanciper en fait. C'est quelque chose d'important pour moi. Mon deuxième enfant est une fille. J'ai envie de l'accompagner elle aussi dans cette liberté d'être. Ah, je trouve ça super. Je trouve qu'on ressent vraiment, toute l'énergie et le cœur que tu mets dedans. C'est vraiment génial. En tout cas, moi, je le sais, hein, puisque j'ai moi-même, effectué, alors je ne sais pas comment on peut appeler ça, des cours? Oui, Ouais, tu peux, donc un moi-même, accompagnement, j'ai fait donc des oui. cours, donc pour connaître, ma colorimétrie. D'ailleurs, tu as vu, je t'ai fait honneur. Oui, 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 j'ai vu que tu avais un joli collier argenté, un beau pull Tout à fait. rose. Oui. Donc vraiment, j'applique, à la lettre, tous les conseils, qu'on a pu voir ensemble, lors de mes 2 cours. Du coup, la question que je me pose, c'est comment tu définirais ton métier aujourd'hui? Plutôt technique, artistique, une petite touche de psychologie, un mélange des 3? Comment tu définis? Un mélange des 3, c'est sûr. Technique, oui, parce que, ce sont des techniques, quoi qu'il arrive. Mmh mh. Ou plutôt l'approche est basée sur des techniques qui vont développer la confiance et l'estime de soi. Euh, et j'allais dire, la prise de recul, l'accompagnement a une dimension psychologique très très forte. On parle de l'autre, d'un individu. Mmh. La psychologie, c'est étudier aussi le comportement, le caractère des uns des autres. Et bien évidemment, on va étudier le comportement de la cliente, son comportement vis-à-vis de son image en fait. Donc, comment elle se sent en termes d'estime de soi. Il y a souvent d'ailleurs un amalgame entre confiance et estime de soi. Alors, le conseil en image va travailler sur la capacité à valoriser son image toute seule, tout seul. Donc là, on transmet quelque part une compétence, mais derrière, ça va avoir une influence très forte sur la façon dont je me perçois et la façon dont je m'aime, et on va impacter directement l'estime.
Tout à fait, oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Parce qu'il est vrai que, quand tu sais pas quel style vestimentaire te va, quand tu sais pas finalement à quelle, colorimétrie tu appartiens et cetera, bah, forcément tu te trouves pas forcément à ton avantage puisque, bah, tu es bien placé pour le savoir, hein. Tu as des couleurs et des choses qui te mettent plus ou moins en valeur. Oui, Donc c'est je trouve que c'est important, notamment je trouve quand tu débutes dans la vie, professionnelle, de faire ce type de cours, avec toi. Parce que ça permet vraiment de savoir sur quel terrain on va et ce qui nous met réellement en valeur, que ce soit en termes de couleur ou, de morpho-silhouette. D'ailleurs, j'en viens à mon prochain sujet du coup, j'aimerais bien qu'on étudie légèrement, bien évidemment, la morpho-silhouette avec toi. Est-ce que tu pourrais expliquer simplement, ce que c'est le morpho-silhouette? Parce que je pense que beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est. ouais. Alors déjà morpho, ça vient de forme, c'est du latin et ça veut dire forme. La morpho-silhouette, elle est donc liée à notre, forme de corps, la géométrie de notre corps, mais au-delà de ça, j'allais dire sous cette géométrie, il y a une structure osseuse, il y a une ossature. Mmh mh. Et du coup, elle a, pour, point d'accroche, cette morpho-silhouette, d'aller mesurer la structure osseuse. Hein, on a tous des épaules, on a tous plus ou moins une taille et des hanches. Donc en fait, on va aller mesurer les épaules et le rapport avec les hanches. Est-ce que c'est équilibré, moins équilibré? Et puis, est-ce que j'ai une taille ou pas de taille, notamment chez la femme, puisque chez l'homme, c'est deux mesures complètement différentes. Et donc, ces mesures, elles vont me donner une forme géométrique. Et cette forme géométrique va être mise en valeur avec des vêtements particuliers, en tout cas des coupes de vêtements, des matières, des motifs qui vont être différents en fonction des différentes formes géométriques. Oui, parce que le but finalement dans la morpho-silhouette, c'est en général de refaire un 8, ce qui est en général Alors, la la silhouette la plus féminine et la plus équilibrée, effectivement, c'est le 8. mmh mh. Le 8, c'est aussi le diktat, voilà, diktat de la mode, diktat Tout à fait. sociétaux qui dit que le corps d'une femme doit être en courbe. Et c'est vrai que le féminin est représenté par la courbe, en courbe avec une taille extrêmement marquée, ce qui n'est plus possible aujourd'hui parce que, un, il n'y a plus de corset. Et donc, j'allais dire, dans le développement justement de cette ossature, hein, puisqu'on parle d'une ossature, donc il y a une période de croissance qui s'arrête entre 16-17 ans chez la femme. La cage thoracique a beaucoup plus de place pour se développer. Donc, le diktat, c'était il y a quelques années, il faut avoir une différence entre les épaules et la taille d'environ 15, enfin, à partir de 15 centimètres, ce qui est Ah oui, énorme. énorme et ce qu'on voit plus forcément aujourd'hui. Alors, effectivement, ça, on le garde en référence, sachant que ce qui va être important, c'est ce que la cliente, elle souhaite. Peut-être qu'elle a une taille marquée, mais elle ne veut pas la mettre en avant parce que si elle marque sa taille, on va voir qu'elle a peut-être une cuisse plus arrondie, ce qu'on appelle entre guillemets une culotte de cheval. Mmh. Et du coup, si elle marque sa taille, ça fait apparaître sa culotte de cheval. Donc, tout va dépendre aussi des demandes de la cliente. Mais effectivement, l'objectif, c'est d'avoir quelque chose d'harmonieux et d'équilibré. Donc, pour ça, on va utiliser des vêtements, des coupes de vêtements précises. Tout à fait, oui. C'est pour ça que d'ailleurs dans le commerce, il existe, tout un tas de vêtements, de coupes et cetera. C'est pour répondre justement à toutes les formes qui peuvent exister. Selon toi, pourquoi c'est important de connaître sa morphologie avant de choisir, une robe de mariée, par exemple? Ah! Ah bah, parce que sinon on se retrouve avec une robe de mariée qui nous va absolument pas, qui va donner un corps disproportionné. Et puis, alors après, il y a le critère, tu sais, du style et des goûts personnels qui entrent en ligne de compte. Mais si on a un vêtement qui n'est pas adapté, on va être mal à l'aise toute la journée. Donc, on va remonter le bustier sans cesse. On va redescendre le corset toute la journée. On va remonter la jupe. On va tirer sur les bras. Et en fait, je pense que euh, j'allais dire le jour J, hein, c'est un jour qui est essentiel. On n'a pas besoin de se parasiter avec des problématiques de ma robe ceci, ma robe cela. Je pense que il faut qu'on soit super aligné et super zen en termes d'état d'esprit parce que c'est une journée quand même super importante. Et c'est pour ça qu'il faut choisir la bonne robe. Déjà, si je suis dans la bonne robe, je vais être confortable, je vais me sentir confiante et belle, et du coup, je vais vivre une bonne journée. Tout à fait, ouais, je suis entièrement d'accord avec toi et du coup, quelles sont les erreurs les plus fréquentes que tu observes, notamment chez les futurs mariés, mais aussi chez les clientes, que tu rencontres? Hem,
les erreurs les plus fréquentes, c'est d'aller vers des vêtements qui ne sont pas adaptés. Alors, ils peuvent être adaptés en termes de couleurs, de motifs ou autres, mais je vais avoir des femmes, par exemple, qui vont avoir des silhouettes plutôt harmonieuses, mais qui vont mettre des vêtements 10 fois trop larges, ou alors des vêtements hyper moulants. On a un peu les extrêmes, en fait. Donc, soit on porte du trop large, soit on porte du trop serré, mais parce qu'on a une espèce de dysmorphophobie. Alors, elle n'est pas réaliste comme dans de la psychologie et des vraies pathologies, mais on se voit pas réellement, on se perçoit et on imagine que on a tous un idéal du moi en fait dans notre image interne. Et donc, on n'a pas toujours la bonne perception et on ne va pas toujours vers les bons vêtements, en tout cas ceux qui sont censés nous mettre en valeur. Donc, on a souvent des silhouettes déséquilibrées. Et puis, il y a aussi une notion de tendance qui est super importante, c'est que notamment chez les femmes, elles veulent être habillées tendance. Mais ça veut dire quoi la tendance? Parce que la tendance, elle est éphémère, elle coûte cher. Et comme ça dure pas, je vais aller chercher des vêtements qui vont dormir dans mon dressing, que j'aurais mis 2 fois, qui m'allaient pas, et j'aurais dépensé de l'argent, et je ne serais pas satisfaite du rendu. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Vaut mieux avoir une dizaine de pièces bien choisies qui nous correspondent et qu'on peut associer les unes aux autres, plutôt qu'une armoire qui, entre guillemets, «dégueule» parce qu'on suit la tendance, mais finalement, rien nous va réellement. Voilà. Exactement, Et exactement. je partage entièrement ton avis. Et du coup, est-ce que tu aurais une petite anecdote, marquante à nous partager par rapport à ça? Une cliente qui aurait eu une vraie révélation grâce à ton travail, Alors une vraie révélation, je pense qu'elles sont satisfaites en général, hein, de l'accompagnement, mais je me souviens, d'un trait de dressing, assez incroyable. Une cliente, à côté d'Évreux, une cinquantaine d'années, donc voilà, périménopause, ménopause, elle avait envie de changer de voilà, elle avait envie de changer, elle avait envie de couleur et donc on fait tout un accompagnement et vient le jour du tri de dressing. Et là, je rentre dans son dressing et elle a, je sais pas, elle devait avoir 3 armoires, elle devait avoir 6 mètres de penderie de vêtements. Ah, punaise. Et là, je regarde et je me dis, ouh là là, ça va pas être facile parce que je pense que je vais en sortir les 3/4. Et effectivement, alors, 50 ans, elle avait sa robe de son premier bal de 16 ans. Ah oui. Et puis, elle a gardé des vêtements pendant 20 ans. Alors, c'est super de garder des vêtements pendant 20 ans. Il faut que les vêtements soient encore, soit déjà intemporels pour qu'ils puissent traverser, j'allais dire, les décennies, Tout à fait. soit de bonne qualité, soit adaptés à la morpho. Entre-temps, ma cliente, elle avait bien pris 15 kilos. Donc, en fait, elle avait un ensemble de vêtements doudous, mais qui étaient démesurés par rapport à son dressing. Et à la fin de la journée, on y a passé l'après-midi. Il devait rester, oh, je sais pas, peut-être 25 pièces. Et elle m'a dit, ah oui, effectivement, là, vous avez fait le vide. Mais en fait, les 3/4 de ses vêtements ne lui allaient plus. Les 3/4 de ses vêtements étaient abîmés, boulochés. Ça donnait pas une bonne image, en fait. Bien sûr qu'on peut garder des vêtements pendant 20 ans. Il faut juste en prendre soin. Il faut qu'ils soient encore cohérents par rapport à l'époque à laquelle on vit. Et là, je m'étais dit, waouh, mais il y avait des montagnes de vêtements derrière nous. Et je lui ai dit, bah, écoutez, maintenant, il faut les donner à des assos. Enfin, voilà, il y a quelques pièces qu'on peut garder parce qu'il y a une émotion. Ça, c'est un peu la méthode de Marie Kondo, la méthode KonMari qui a fait fureur dans les années 2000, moins mais mieux. Et c'était un peu ça. Vaut mieux en avoir moins, mais mieux et des vêtements qu'on porte. Donc, tu vois, son dressing, je m'en souviens encore et c'était il y a 4 ou 5 ans, quoi. Ah mais je suis entièrement d'accord avec toi parce que moi, si je prends mon cas, j'ai gardé pendant des années des vêtements, d'avant ma première grossesse parce que c'était aussi, le deuil de mon ancien corps, tu vois? Qui a été difficile Bien à faire. sûr. Et puis également, j'avais plein de pièces, que je trouvais très jolies sur le moment, mais effectivement, quand je les portais, je trouvais pas qu'elles me mettaient en valeur. Après, bon, bah, j'ai réalisé du coup, mes cours avec toi et je me suis aperçue de plein de choses et aujourd'hui, si je prends mon dressing, j'ai 25 pièces. Tu vois, j'en ai pas plus. J'ai Ouais, 25 mais c'est pièces. suffisant. Elles sont intemporelles, j'arrive à les mixer les unes avec les autres. Du coup, c'est des vêtements qui coûtent cher à l'achat, mais qui du coup me durent dans le temps. Donc, je ne fais plus d'achats compulsifs et ça, c'est clairement, génial. Et puis aujourd'hui, je sais ce qui me met en valeur, ce qui ne me met pas en valeur. Donc, franchement, enfin, je pense qu'on a tout à y gagner à faire ça. Mais c'est vrai que je comprends ta cliente, c'est difficile de faire le deuil,
par exemple, du corps qu'on avait avant la grossesse, que si je prends mon exemple, c'est mon cas, tu vois. Je m'étais toujours dit, mais non, je vais reperdre mon poids. Mais en fait, quand tes hanches, elles viennent, hein, elles ont du mal à partir, celles-ci. Ouais, et puis en même temps, il faut se dire que notre corps, c'est un véhicule formidable, c'est une machine formidable. Il t'a donné la capacité d'avoir des enfants. Il y a des Tout à femmes fait, qui sont malades, qui ne peuvent pas en avoir. Il y a des femmes qui sont tout à fait. alitées. Il y a des personnes en situation de handicap. Ok, le corps bouge et en même temps, c'est des empreintes de la maternité. Donc le treat dressing, je pense que c'est comme un outil de développement psychologique en fait. Il y Je a suis le entièrement d'accord. présent, il faut vivre maintenant, il y a avant. Ok, avant, il faut faire le deuil, ça peut être plus ou moins long, mais euh, voilà, c'était avant, je ne peux pas revenir en arrière, c'est la vie. Et puis demain, je ne maîtrise pas le destin. Je ne sais pas de quoi sera fait demain. Est-ce que je vais perdre du poids? Est-ce que je vais reprendre du poids? Voilà. Et du coup, de garder des vêtements qui ont 10 ans, 15 ans, 20 ans, ça m'aide pas à avancer en fait. Je suis entièrement C'est un d'accord. outil de frustration majeur, le dressing. Tout Parce à que fait, ouais. si j'ai Mm. 60% de ma garde-robe que je ne mets pas, dans lequel je ne rentre pas, tous les jours, je vois l'objet de la frustration, je n'ai rien à me mettre. Ben, évidemment, Mm. puisque je ne rentre pas dedans et que je ne fais pas de place pour le renouveau. C'est clair. Non, non, je suis entièrement d'accord avec toi et c'est aujourd'hui la vision que j'ai également par rapport à ça. Maintenant, si tu le veux bien, on va aborder le côté un peu colorimétrie. Du coup, quelle est la différence selon toi entre une beauté froide et une beauté chaude? La différence, Ouais, elles ne sont pas valorisées déjà par les mêmes couleurs, ça c'est sûr. Alors j'allais dire, je vais faire très synthétique, hein. En fonction de 3 critères physiques qui sont la couleur de notre peau, la couleur de nos yeux et la couleur de nos cheveux naturels, et j'insiste parce que c'est super important. La colorimétrie, on ne change pas de colorimétrie à chaque fois qu'on change de couleur de cheveux. Eh bien, on va être valorisé soit par des couleurs qui sont appelées couleurs froides parce qu'elles contiennent des pigments bleus, soit des couleurs chaudes qui contiennent des pigments jaunes. Et donc, par définition, on peut prendre toute la palette de couleurs. Si on met un peu plus de jaune, je vais réchauffer les couleurs et elle va être adaptée si je suis valorisée par les chauds. Et pareil, je peux prendre l'ensemble des couleurs de l'arc-en-ciel et mettre plus de bleu et elles vont être refroidies et adaptées à celles qui porteront des tons froids. est-ce que selon toi, ça existe les personnes qui sont neutres? Hmm. Totalement neutres? Alors, Que là-dessus, vous êtes assez divisés en général. ouais, c'est assez divisé. Et moi, quand j'ai commencé à travailler dans le conseil en images il y a quelques années, il n'y avait pas de notion de neutralité en fait. Déjà Ouais. par définition, on a un mélange sanguin avec de la mélanine, de l'eumélanine, de l'hémoglobine qui fait que par définition, on a la peau, les peaux européennes sont beiges, donc elles sont forcément teintées avec du jaune. Voilà, on est tous plus ou moins, on est beige, donc il y a forcément du pigment jaune dedans qui est lié à la mélanine. Alors, avoir un ton neutre, ça voudrait dire qu'on est sur une échelle 0. Mmh. Je travaille pas comme ça, c'est pas ma façon de travailler. Après, j'allais dire, je laisse mes consoeurs avec leur technique et leur et leur historique en fait. On peut pour moi, d'un point de vue scientifique, on peut pas être neutre. Mmh. Et on peut pas être chaude et on peut pas être froide. Enfin, chaude, c'est pas terrible d'ailleurs de le dire, mais on peut pas avoir une typologie chaude et une typologie froide en même temps. Alors, on peut modifier sa couleur de cheveux, mais encore une fois, on parle de critères qui sont naturels. Après, il peut y avoir des maladies qui vont altérer la peau. Et effectivement, je peux avoir une peau impactée. Qui va, je sais pas, avec des érythèmes ou des choses comme ça, qui fait que ça va modifier et son aspect et sa couleur, mais je vais pas mélanger, j'allais dire, je vais pas modifier mon cocktail sanguin, c'est-à-dire tous les pigments naturels que j'ai dans la peau. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, c'est vraiment ce qui est en nous, c'est ce qui est, génétique, donc tout ça, ça se Exactement. modifie, pas Exactement. vraiment. Et du coup, selon toi, comment la colorimétrie peut avoir un impact totalement, fou, que ce soit pour une, robe de mariée ou pour un maquillage, par exemple? En fait, quand on est, j'allais dire, dans la bonne lumière, parce que c'est aussi une question de lumière,
cette lumière, elle va refléter sur le visage. Alors c'est vrai que j'allais dire les robes de mariée, on a peu de choix, hein. On va avoir du blanc C'est optique, blanc, blanc cassé, ivoire. ouais, ivoire, du blanc rosé. Parfois, on peut avoir un peu de perles, donc avec un petit peu plus de grisé à l'intérieur. Mais on est quand même très, très limité, à moins d'être hyper original et de se marier en Bordeaux, ce qui peut arriver. Le champ des possibles est quand même super réduit. Du coup, c'est là où le maquillage prend tout son sens, mais c'est aussi là où le décolleté de la robe va avoir de l'importance. Pourquoi ? Parce que en fait, il y a un jeu d'ombre et de lumière, et on le voit d'ailleurs quand je fais ça. Le blanc, les couleurs claires sont quand même très très lumineuses, reflètent énormément la lumière. Et si j'ai un blanc optique et qu'il me va, je vais avoir tendance à être plus lumineuse. Si je suis valorisée par du blanc cassé, le jaune va aussi faire monter à la surface, si je suis valorisée par le chaud, le pigment, tout ce qui est mélanine à la surface de ma peau, donc je vais rayonner. Si j'ai pas pris la bonne couleur, et notamment si j'ai une robe, j'allais dire complète, c'est-à-dire sans décolleté, en ras de cou, et que je prends du blanc cassé et que je suis plutôt valorisée par du blanc optique, je risque d'avoir un petit côté terne. Alors là, il va falloir aller accentuer le maquillage dans ma colorimétrie pour essayer de réduire cet effet un peu fatigué, un peu terne, un peu creusé. Oui, Donc, tout à fait. En fait, quoi qu'il vraiment un arrive, je dirais, changement. tu vois, la cliente, elle reste libre. Moi, j'interdis pas de couleur. En fait, je conseille. Et donc, si ma cliente, elle flash sur une robe de mariée blanc cassé ou blanc optique qui lui va pas, qui lui donne bonne mine, déjà, la première des choses, je vais regarder quel type de col, quel type d'encolure à sa robe. Est-ce que c'est un bustier? Et tant mieux parce que ça va réduire l'effet parce que c'est quand même très loin du cou. Donc, il y aura moins d'effet. Est-ce que c'est une robe, tu vois, avec un petit col montant, voilà, et boutonné? Est-ce que c'est un col haut, un col bas? Et en fonction de ça, on va essayer de trouver un équilibre. Et je vais jouer bien évidemment sur est-ce qu'elle a la bonne couleur de cheveux? Est-ce qu'elle a la bonne couleur de maquillage? Et est-ce qu'elle a les bons bijoux? Parce que, j'allais dire, je suis la première à porter des couleurs qui me vont moins bien, mais je vais accentuer sur un maquillage qui correspond à ma colorimétrie, sur des bijoux qui sont dans ma colorimétrie et surtout sur une couleur de cheveux naturelle. Tout à fait. Ce que j'aime avec toi et c'est ce qu'on a vu, lors de mes cours avec toi, c'est que tu n'interdis rien en fait, parce que, par exemple, moi tu le sais, hein, ce que j'aime beaucoup c'est l'or, bien que ça ne me mette pas en valeur et donc grâce à toi, j'ai trouvé comment pouvoir continuer à en porter, tout en portant d'autres pièces qui me valorisaient. En fait, comme tu disais tout à l'heure et ça j'aime beaucoup, rien n'est interdit, tout est question d'équilibre et ça je Exactement. trouve que c'est vraiment fort comme message, parce que souvent il y a beaucoup de gens qui ont peur qu'on leur dise: «Bah, ça c'est fini, ça c'est fini, ça c'est fini, ça c'est fini». Pas du tout en fait. C'est vraiment pour les valoriser. Maintenant, si ce sont des choses qui leur tiennent à cœur, qui leur plaisent et ben, on va trouver d'autres systèmes pour pouvoir les valoriser, différemment et du coup, ma question suivante et je pense qu'elle est hyper importante, pour notamment les mariés qui nous écoutent. Une mariée qui hésiterait par exemple, entre une matière et une couleur qui reflète énormément le froid, l'argent et une robe de mariée qui va être un peu plus fluide, un peu plus dans les tons chauds, et qui du coup tirerait un peu plus sur le chaud, voilà, qui hésite entre ces 2 couleurs, quels conseils tu pourrais lui donner pour qu'elle choisisse, celle qui lui correspondrait le plus? Eh bien, au-delà de la couleur, je lui dirais de faire attention à sa morphologie, bien sûr, parce que la couleur, on peut l'adapter comme on l'a vu, on peut équilibrer, on peut mettre les bons bijoux, la bonne couleur de cheveux, on peut accessoiriser, le bon maquillage et la robe, elle passe. En revanche, si cette robe, elle est pas adaptée à notre morphologie, c'est ce qu'on va voir le plus, hein, parce Ouais, qu'à 100 mètres, on va voir la forme du corps de la mariée dans sa robe, pas forcément son teint. Et donc, je lui dirais d'être super vigilante avant tout sur la coupe de la robe, mmh en prenant bien évidemment en compte toutes ces notions de style vestimentaire et de style de mariage, parce que souvent, avant de choisir une robe, ils ont un thème. tout Et à donc, fait. ils vont tout faire pour faire rentrer dans leur thème le style de la robe. Je suis d'accord avec Heu et là, parfois, ça peut être, compliqué parce que des robes princesses, ça va pas à tout le monde, les robes sirènes, ça va pas à toutes les mariées, voilà, les fourreaux, ça va pas à toutes les morphologies donc ouais. voilà.
Ouais, je suis d'accord avec toi et donc du coup, là, comme tu l'as vu, on commence à dévier un petit peu vraiment vers la partie, mariage, hein, heu, Ouais. puisque beaucoup de mariés écoutent, ce podcast notamment. Du coup, selon toi, quels sont les tissus ou matières à privilégier selon les morphologies? Est-ce qu'il y a des tissus à privilégier en fonction de notre morphologie ou c'est vraiment plutôt en fonction de si on est froid ou chaud? En fonction de Non, c'est un ensemble, ça va être enfin la coupe du vêtement, là, je vais sortir de la colorimétrie, vraiment la coupe, la matière, j'allais dire les reflets, le ton sur ton, voilà, quand j'ai des formes, il faut que j'évite les vêtements qui réfléchissent la lumière et c'est-à-dire qui sont dans des satinés ou dans du trop pailleté, dans toutes ces robes de mariée avec toutes ces petites pierres qui vont attirer la lumière et qui du coup vont élargir. Pourquoi? mmh, Parce que elles vont créer un effet d'optique. Donc j'irai plutôt prendre dans des étoffes qui sont plus mates. Voilà, si j'ai des formes, je vais prendre plutôt du mat. Si j'ai des silhouettes plus angulaires, avec des corps un peu plus droits comme du H ou autre, c'est là où je vais aller chercher la lumière. des Mmh, tissus satinés, du taffetas. Je vais pouvoir rajouter de la pierre, du tulle, voilà. Et puis après, en fonction aussi, j'allais dire de cette morpho, si j'ai des petites épaules, je peux aller mettre beaucoup de volume sur mes épaules avec beaucoup de brillance, beaucoup de détails. Euh, et puis, j'essaierai de quelque chose de plus sobre, plus droit, peut-être un peu plus vertical sur le bas de mon corps. Et l'inverse, si par exemple j'ai une femme avec de larges épaules, je vais éviter de mettre du volume sur les épaules et en même temps, je vais éviter tout ce qui est bustier, fine bretelle. Pourquoi? Parce que je vais créer un focus et tout de suite, on va être attiré c'est ça. sur mon Mmh, épaule parce qu'il y a une règle en conseil en image et je crois que c'est la règle, enfin, c'est pas je crois, c'est pour moi, c'est la règle la plus importante, c'est que l'œil suit les lignes et les couleurs. Et donc, là où je vais créer une ligne, une différence entre ma couleur de peau et la couleur d'un tissu, c'est là où je vais appeler tout de suite, en fait, je vais diriger mon œil sur cette zone. Si j'ai pas envie qu'on voit mes larges épaules et que je crée une ligne horizontale avec un bustier, en fait, je vais encore élargir mes épaules. Alors après, je peux trouver des systèmes. Si je veux absolument mettre un haut bustier, je mettrai une voilette qui part de mon cou et qui couvre mes épaules et qui va faire un peu descendre et donc arrondir mes tout à épaules. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais, ouais. Je suis entièrement d'accord avec toi, comme tu le disais, la dernière fois, on lit du bas vers le haut et à Oui, chaque fois, du coup, ça notre regard, en fait, s'arrête sur ce qui se différencie, donc notamment, par exemple, entre un tissu et la peau et c'est vrai que beaucoup de gens ne le savent pas et on l'aperçoit notamment, bah, pour les robes de mariée, c'est vrai qu'on l'aperçoit quand même assez régulièrement que beaucoup de gens, ne le savent pas. Selon toi, pourquoi c'est important lorsqu'on se marie notamment, de vraiment penser l'ensemble dans son entièreté? À savoir robe, maquillage, coiffure, accessoires. Bon, je pense que tu l'as déjà dit précédemment, mais ça permettra vraiment de remettre, l'accent sur ça. ouais, on dit souvent si une femme est mal habillée, ou ça peut valoir pour un homme aussi, on va remarquer sa robe. Si en fait elle est bien habillée, ça d'ailleurs c'est Coco Chanel, c'est elle que l'on remarque. Mmh. Voilà. Et donc, est-ce que c'est moi, est-ce que j'allais dire le jour du mariage, je suis un peu la reine de la fête, quoi. Est-ce que Tout à j'ai fait. envie qu'on me voit dans mon entièreté ou est-ce que j'ai envie d'entendre ah bah t'as vu ça, ça lui allait pas. Ah mais pourquoi elle a choisi ça? Mais ah dis donc, ah j'adore ta robe, mais j'ai pas trop compris le choix du collier. Ou ah c'est étrange d'avoir choisi une coupe de cheveux comme ça, tu vois? Voilà. Ouais, tout à fait. Alors que, je pense qu'on préfère s'entendre: «Waouh, tu es magnifique». Parce Ouais, que tout à fait. on va j'allais dire, on a un petit côté hypocrite, hein, à dire, toutes les mariées, sont belles et élégantes. Bah, non, je suis désolée, OK, c'est la reine de la fête, mais elles sont pas toutes belles et élégantes. C'est comme des bébés qui arrivent au monde, hein. Par politesse, on va dire: «Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est beau», même s'il est très laid. Mmh mh. Et donc, bah, j'allais dire, ce jour-là, il est important, autant faire les bons choix, autant miser sur l'ensemble. Si je me fais une couleur de cheveux ratée ou si je me fais, je sais pas moi, un smoky bordeaux, alors que je suis pas du tout dans le thème et qu'on voit que mon maquillage. Et d'ailleurs, on me dit, hein, maquillée comme une voiture volée, ça va Tout à être en fait. décalage. Donc, il doit y avoir une harmonie et dans la robe, enfin, et avec ma robe
et avec mon maquillage et avec ma coiffure. C'est un ensemble, en fait. On peut pas tiquer sur un truc. Quand on crée, il y a une illusion d'optique qui s'appelle l'illusion de Titchener. En fait, c'est quand on met j'allais dire, quand on va aller chercher quelque chose sur sa silhouette ou poser ou quelque chose qui n'est pas proportionnel à l'ensemble. Ah oui, oui. Et du coup, si, je sais pas moi, ma mariée, elle a des chaussures rouges, on remarquera que ses chaussures rouges. Alors après, il y a aussi une notion d'intention. Si elle le fait parce qu'elle a envie de créer un focus et elle a envie qu'on ne se souvienne que de ses chaussures rouges, tant mieux. Soit elle le fait en conscience. Tout à fait, ouais. En revanche, si elle demande un accompagnement, c'est qu'elle a besoin d'être guidée, d'être drivée. Donc autant se laisser driver dans la bonne direction. Tout à fait, ouais, je suis d'accord avec toi. Et ce que je trouve dommage, c'est que beaucoup de mariées, nous contactent bien souvent, la robe est déjà choisie, elles ont une idée précise de la coiffure qu'elles veulent et du maquillage qu'elles souhaitent. Bien souvent, elles nous envoient, tu sais, des inspirations Pinterest Oui. ou Instagram hyper retouchées, où il y a pas de rides, c'est lisse de partout. La coiffure, il y a pas un cheveu qui dépasse, la robe, bah, ils te montrent la robe sur le mannequin, donc franchement sur le mannequin, c'est souvent, incroyable. Et après, voilà, elles rayonnent dans leur robe, ça, il y a pas de problème, mais c'est vrai que tu te rends compte que parfois, elles auraient dû faire appel à toi, bah, un peu plus tôt et que tu aurais choisi certainement, avec elles en conseil, En tout cas, une un robe autre plus type adaptée. de robe, ouais, une robe plus adaptée. Alors après, ça ne veut pas dire qu'elles sont, pas belles dans leur robe, mais c'est juste que du coup, tu vois bien que c'est pas, adapté à leur morphologie, ni à leur colorimétrie et c'est ce qui est quand même assez dommage parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, en général, c'est une journée. Oui. Voilà, c'est quand même un moment incroyable. Tu as envie de rayonner et non pas qu'on regarde que la robe. Donc c'est vrai que c'est assez dommage et du coup, j'en viens aussi aux invités, parce que dans certains mariages, tu sais, tu as un petit peu des thèmes imposés. Ouais, ouais, ouais. Invités, comme je pense notamment aux mamans, témoins, demoiselles d'honneur, qui ont un code couleur imposé, qui ne les flatte pas forcément. Quels conseils tu peux leur donner aux personnes qui, du coup, ne sont pas les mariées, mais qui doivent faire aussi un effort vestimentaire ce jour-là? Alors, j'ai fait un mariage, et là, du coup, j'étais dans la peau d'une invitée. J'ai été invitée à un mariage avec un dress code où il fallait du bleu. Heu D'accord. et en même temps, j'allais dire dress code, ça veut dire quoi? Ça veut tout et rien dire et moi, j'ai pris parti d'accessoiriser en bleu. Ah oui, pas mal. Ouais, mais oui, parce que j'avais pas envie de porter du bleu. C'était pas dans mon état d'esprit. J'aime bien le bleu, mais j'avais pas envie. C'était pas ce que j'avais envie de faire pour ce mariage. Et c'est un mariage qui me touchait de près parce que c'est le mariage de mon petit frère. Et donc je suis venue avec des accessoires bleus. J'ai acheté un long collier bleu et j'avais une robe rouge orangée parce que ce sont des couleurs complémentaires. J'avais décidé de mettre ma robe rouge ce jour-là. J'ai pris des chaussures bleues, un collier bleu et puis j'avais une manchette bleue très volumineuse. Et du coup, en fait, j'ai créé des points de focus comme ça sur ma tenue où on s'est pas dit, oh tiens, elle est pas en bleu. On a dit, ah oui, bon, bah, elle est dans le code, quoi. Ah, c'est sympa ça. Ah, ça, c'est sympa aussi. Donc, je D'accord. dirais que si dans le dress code, il y a une problématique avec la couleur, eh ben, autant la jouer en accessoire. D'accord, donc par Et exemple, puis après, admettons, elles sont témoins, le dress code, je sais pas moi, c'est vert sapin, mais c'est des couleurs qui les met pas du tout, en valeur. Toi, tu conseilles dans ces cas-là de plutôt accessoiriser pour quand même jouer le jeu, tout en gardant sa personnalité et la couleur qui nous irait, le mieux, du coup? ouais, alors après, je pense qu'il faut cadrer, tu vois, avec ce que veut vraiment la mariée, parce que on est dans une tendance très mariage à l'américaine, où toutes les demoiselles d'honneur se ressemblent, enfin, tout le monde est pareil. Alors, si effectivement, elle décide que ce soit du vert sapin et que ça va à une témoin sur deux, enfin, ou deux demoiselles d'honneur et qu'elles sont 10, je pense que là, je vais aller jouer sur les cols de vêtements. Mmh. Toutes celles à qui on est OK, tu vois, on peut conseiller des robes proches du cou, voilà. Et toutes les autres, en fait, il faut que ça se déconnecte du visage. Donc, il faut créer de l'espace, en fait, pour pas que j'allais dire, la La lumière du couleur. tissu Mmh. reflète sur le visage. Et du coup, on va prendre, si tout le monde doit être en vert, OK, on est en vert. Sauf que moi, dans mon vert, eh bien, si je suis valorisée par de l'or, je mettrais peut-être un très, très gros collier doré. Il faut pas un petit truc rikiki qui ne sert à rien. Il faut vraiment,
voilà, avoir quelque chose qui crée une ligne, une vraie ligne au niveau de la base du cou. Je mettrai des boucles d'oreilles pareilles et j'irai travailler mon maquillage vraiment en lien avec ma colorimétrie pour, encore une fois, équilibrer. Et si cette couleur est adaptée à ma colorimétrie, ok, pas de souci, je peux mettre un col plus proche, une cape, je sais pas, une voilette, si ça fonctionne avec moi. Ouais, très pertinent tes conseils. Je trouve Oui, que c'est en fait, à chaque fois, il y a des astuces. C'est ok, tout à fait. la colorimétrie, c'est tout ce qui est proche du visage. Donc, si je déconnecte et je mets une robe bustier, je ne suis plus proche de mon visage puisque j'ai créé un espace de peau. Tout à fait et comme tu le disais tout à l'heure, en fait, l'œil se focalise, notamment sur les coupures qu'il y a, enfin les Les comment lignes, oui. les lignes. Donc effectivement, dans ces cas-là, tu n'es plus proche du visage et du coup, la lumière, ne reflète plus le vêtement, qui ne te met pas en valeur. Alors du Exactement. coup, on arrive à la fin, de ce podcast. Si tu devais donner 3 conseils clés à une future mariée, quels seraient-ils? Déjà, le premier, ce serait de faire appel à une pro. Heu, le deuxième, je suis désolée les mariés, je dirais de ne pas prendre en compte, les conseils de vos proches, Mmh, vos amis, votre famille ou quoi. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien d'affect et que le lien d'affect crée un biais de perception qui fait que, vous allez être belle, vous allez être beau quoi qu'il arrive. Mais il y a le reste des perceptions sociales, les autres, le regard des autres, et que quand on se marie pas en huis clos. tout à Et que fait. du coup, voilà, le choix doit être pertinent par rapport à qui nous sommes. Enfin voilà, notre image, c'est aussi le reflet de notre personnalité, c'est notre carte d'identité. Qu'est-ce que j'ai envie de montrer de moi ce jour-là? Donc, si je suis conseillée par mes amis, ma famille, ma maman, mes machins, mes trucs, c'est mort. Tout à fait, puis elles y c'est Voilà, pas leur domaine non plus de c'est pas leur job. prédilection. Enfin, je veux dire, chacun a aussi son domaine, où il excelle. Exactement. Mmh mh. Exactement. Donc les conseilleurs ne sont pas, toujours, adaptés. Donc je dirais faire appel à une pro, ne pas écouter les avis des proches, et puis, si j'ai envie de me lancer, de préparer mon mariage toute seule, je suis pas obligée de prendre un accompagnement complet, mais surtout j'oublie pas que, voilà, le maquillage, les accessoires sont aussi importants que la robe. Mmh, tout Donc à ne fait. pas négliger les détails. Je suis entièrement d'accord avec toi, parce que tout est question d'équilibre, hein, tu l'as dit plusieurs fois, mais c'est vrai et du coup, le fait d'équilibrer peut, entre guillemets, «rattraper» une potentielle, boulette, si on peut dire ça comme ça, qu'il y aurait eu sur, autre chose. Bon, sauf si on s'est trompé vraiment de forme dans ce qui nous va, là, ça va être un peu plus compliqué. Rien que ce n'est pas impossible, bien que ce n'est pas impossible, pardon, mais je suis entièrement d'accord avec tes 3 conseils et du coup, est-ce que tu aurais une phrase ou un mantra que tu partages souvent avec tes clientes pour leur donner confiance, par exemple? Ah là là, alors tout à l'heure, j'ai parlé d'une phrase de Chanel, que j'aime beaucoup, hein. Si une femme est mal habillée, on remarque sa robe. Si elle est impeccablement vêtue, c'est elle qu'on remarque. Donc voilà. Je le dis très, très souvent, l'habit ne fait pas le moine, mais il permet d'entrer au monastère. C'est vrai et ça, tu me l'as dit plusieurs fois, quand on avait fait nos cours, je m'en souviens et je suis entièrement d'accord avec toi, sur cette, philosophie parce que c'est totalement ça. Donc là, on arrive à la fin du podcast, donc merci beaucoup, Virginie d'avoir Avec plaisir. aujourd'hui. Merci pour tout ce que tu nous as appris. Du coup, si les futures mariées recherchent un accompagnement avec toi, où est-ce qu'elles peuvent te trouver? Comment elles te contactent? Alors elles peuvent me trouver, j'allais dire sur Instagram ou j'ai un site internet, virginievarro.fr. J'allais dire, je travaille, avec des femmes comme toi et donc je pense que je passerai le relais puisque moi je suis surtout dans la formation. Donc je forme surtout, voilà, sur l'accompagnement, la valorisation de l'image pro ou perso, et j'ai peu de temps dans mon emploi du temps. Je peux donner des conseils, voilà, mais je réorienterai, vers les femmes avec qui Bien sûr. je Mmh. travaille au quotidien, qui sont des professionnels du mariage. D'accord, très bien. Et ben, merci beaucoup Virginie pour le temps que tu nous Merci as à toi. accordé. Je te souhaite, tout plein de bonnes choses pour la suite. En tout cas, moi, je sais que tu es une formatrice, incroyable, donc Merci. encore très contente de t'avoir eue aujourd'hui et Merci Julie. merci à tous d'avoir regardé ce podcast. Nous espérons qu'il vous a plu, et je vous souhaite une très bonne journée. Merci Julie, à bientôt. À bientôt.